Salut à tous les amis, salut et bienvenue dans Hors-jeu. Comme tous les lundis, on est ensemble voilà, pour 2 heures de foot, 2 heures de débat, 2 heures de passion. On va dans le mur, hein. C'est quand même une sacrée bombe qui est lancée. Les gars, déjà, peut-être avant d'accueillir Kevin, qui est donc notre expert géopolitique, ce qui va peut-être nous donner un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ça. Ça a été quoi, votre réaction quand vous avez découvert ça ce dimanche? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Bah, honnêtement, on le voit, de la vie générale, ça fait mal à tout le monde. On n'est pas forcément pour. Après, on savait que de toute façon, la Ligue des Champions, par exemple, allait évoluer. On l'a vu là avec ce qui va arriver dans 3 ans, c'est ça? Ouais. 3 ans, à peu près 2024. 2024. Donc on savait que ça allait évoluer. On n'est pas naïf, on sait que tout est une question de pognon. Voilà. Ouais. Moi, je pense que ce qui arrive aujourd'hui, oui, on peut la Super League, etc. Ça nous plaît pas, on est tous d'accord là-dessus. Après, je pense qu'il y a aussi l'UEFA, etc. Ils sont aussi fautifs dans le sens où on en parlait avec Kanto tout à l'heure. Il y a dû avoir des discussions avec les clubs, etc. qui, à mon avis, se sentaient un peu floués parce que voilà, on sait que ça brasse énormément d'argent. Forcément, tu n'arrives pas là sans rien. Et eux, à mon avis, voulaient récupérer une partie du gâteau, les clubs. Il y a dû avoir des discussions avec l'UEFA qui, à mon avis, étaient assez fermées et qui direct mettaient des stops en mode non, etc. Et du coup, il y a dû avoir quelques menaces. Oui, on va lancer quelque chose. Ils n'ont peut-être pas pris ça au sérieux. Et là, devant le fait accompli et suite au refus peut-être de l'UEFA de vouloir négocier, de revoir certaines choses, ça campait sur les positions, bah eux ils ont lancé le truc quoi. Ils ont lancé le truc, donc moi c'est mon idée et voilà, moi j'en arrive à cette conclusion là parce que tout est une question de pognon aujourd'hui. Après forcément honnêtement, c'est un gros doigt d'honneur à tous les passionnés de foot. Faut pas oublier. Bras même, tu peux dire. Oui, faut pas oublier que c'est aussi grâce à nous qu'il y a des sponsors, que c'est grâce aux gens qu'il y a des sponsors, que le foot cartonne autant, que les joueurs et les clubs brassent autant d'argent. C'est grâce aux gens. Ouais, et là, bien sûr. en fait, c'est en mode, peuple. on s'en fout complètement de votre avis. Tu vois, Florentino Pérez, quand là, il dit oui, on fait ça pour les supporters, il y a énormément de fans. Non, c'est une histoire de pognon. Il faut arrêter 2 minutes de prendre les gens pour des cons. Ouais. C'est une vérité. Donc, c'est ça qui est très moche, c'est que les gens qui sont des vrais passionnés de foot, comme nous, comme tous ceux qui suivent le foot, bah nous, dans l'histoire, on est niqués, quoi. Et pendant que tout le monde va se gaver dans tous les sens, et honnêtement, non, c'est vrai que c'est complètement con de comme ça casser le championnat, etc. Avant, c'était au mérite. Là, très clairement, ça fait penser un peu à FUT, tu vois, ça devient un peu pay to win, je sais pas, on peut revenir à ça. Oui, T'as des slots, tout est côté prévu, oseille, quoi. donc tout est biaisé, et en gros, les gros se mettent très bien, bah, c'est dans le monde dans lequel on vit, les gros s'enrichissent, et les petits, bah, ils sont dans leur merde, entre guillemets, donc ça ressemble beaucoup à ça, donc il faut arrêter de dire que c'est fait pour les gens, etc. Non, à la base, le foot, c'est un sport qui est universel, tout le monde a sa chance, t'as pas besoin d'argent pour C'est même ce qui jouer fait au la foot. beauté de ce sport. C'est ce qui fait la beauté de ce sport. Tout le monde a sa chance. Et là, je suis désolé, c'est en train de devenir n'importe quoi et d'aller à l'inverse de tout ça, quoi. Kanto? Ouais, toi, je sais que tu en as déjà beaucoup parlé sur ton stream hier. Hein. Ouais, sur mon stream et sur Twitter. Au début, c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me demandais un petit peu qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va changer. Tu vois, quand tu vois l'arrivée d'une nouvelle compétition, tu essayes de comprendre au plus vite les points positifs et les points négatifs. Ouais. Et c'est vrai qu'après, au plus j'ai creusé un petit peu de mon côté, et au plus je voyais des articles officiels, avec notamment les menaces de l'UEFA, les menaces de la FIFA, j'ai essayé de comprendre un petit peu qu'est-ce qui avait pu emmener ça. Et comme a dit Bruce, les clubs aujourd'hui se rendent compte que la Ligue des Champions, c'est eux qui la font. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, tous ces clubs-là qui ont des millions de fans dans le monde, c'est eux qui attirent les droits TV, c'est eux qui attirent les sponsors. Donc l'UEFA se gave et gagne beaucoup d'argent, et les clubs ne gagnent pas et ne récupéraient pas beaucoup d'argent. Et là, comme l'a dit Bruce, il y a dû avoir des discussions où les clubs ont voulu récupérer une part de cette oseille-là. Ouais. L'UEFA a été fermée. La position de l'UEFA, elle est compréhensible, parce que si demain, tu arrives à avoir tant, l'année d'après, tu n'as pas envie de donner plus, tu as envie de garder l'argent pour toi. La position de l'UEFA, elle est compréhensible, mais du coup, trop jouer avec le feu, ils se sont brûlés parce que... Eux, ils sont pas tout blancs dans l'histoire. Voilà, eux, ils sont pas tout ils blancs. se gavent depuis un moment aussi, et ils auraient pu trouver peut-être un accord. Tu vois. Exactement, ils auraient pu trouver un accord. Mais du coup, le Real Madrid, Barcelone, ils se sont dit, attends, mais vu que c'est nous qui sommes à l'origine de tous les bénéfices de la compétition, si on la crée nous-mêmes, on va pouvoir gérer les droits TV, on va pouvoir gérer les sponsors, etc. On va pouvoir gérer le format de la Ligue aussi, parce que du coup, la Ligue des Champions, là, il faut s'y qualifier. Là, ils sont assurés de pérenniser leur place dans la compétition. Ouais. Et puis derrière, il y a une histoire de sponsoring à long terme, où, comme j'en parlais avec Bruce, pour moi,
chinois. Là, aujourd'hui, cette compétition s'appelle l'European Super League, mais à terme, le but, ça va être d'inviter un club chinois pour essayer de faire venir le marché asiatique. Si tu invites un club chinois qui va, lui, de son côté, développer la le Coupe football. du Monde des clubs. Exactement, ça va être une sorte de Coupe du Monde des clubs. Le chinois en invité, avec des joueurs chinois, une dizaine de joueurs chinois, et derrière, une quinzaine de joueurs européens qui vont venir là. Et du coup, tu vas avoir des droits TV qui vont se compter non pas à coût de centaines de millions, mais à coût de dizaines de milliards d'euros. Des sponsors qui viennent de Chine dans la compétition qui vont être là à coût de dizaines de milliards d'euros. Et en fait, c'est une compétition qui à terme va s'ouvrir, mais c'est vraiment un projet oseille. Je pense que dans un premier temps, ce sera la Chine. Dans un deuxième, ce sera une équipe des États-Unis, avec toujours derrière des grosses marques qui vont mettre toujours plus d'oseille. Des équipes qui vont intégrer carrément la bien sûr. Mais à terme, c'est du pognon. C'est le projet qui est mis en route. Aujourd'hui, on voit que cette compétition est mise en place dans un but qui est purement financier. Le nom Super League, ils sont restés vagues exprès. Ouais. Il y a Européen devant, oui, mais tout comme pour la Copa América, il y a Américain, il y a le Japon. Ils peuvent le décliner, tu vois, l'Européen. Le Super League, je veux dire, tu peux le décliner très vite. International Super League et le problème est réglé. Mais je pense vraiment que moi, le but, c'est à terme, dans les 5 prochaines années, d'avoir une équipe chinoise et ça va ramener un marché asiatique qui va rapporter de l'argent à ce sport comme jamais on a pu le voir de toute l'histoire. Parce que ça fait quelques années que justement ils essaient de déplacer les classicos, qu'ils essaient de déplacer certains matchs pour justement attirer le marché chinois. Ils essayent, comme ils le font en NBA, à déplacer un petit peu la NBA en Europe, comme on a vu à Paris ou en Chine ou un petit peu dans d'autres pays. Et pour le cas de la Chine, en plus c'est un pays qui est demandeur. Si on prend le cas de la Chine, on sait qu'en termes de richesse, c'est peut-être une des plus grandes puissances mondiales. Et on sait que c'est un pays qui est demandeur parce que c'est un pays qui, il y a quelques années, a mis beaucoup d'argent pour recruter pas mal de mercenaires, Oscar, Hulk, Jackson Martinez, qui sont allés s'enterrer là-bas pour prendre des gros salaires. Et maintenant, ils ont fait un petit peu machine arrière parce qu'ils se sont rendus compte que la stratégie ne marchait pas. Mais ça, pour le coup, ça peut être une stratégie qui va marcher parce que s'ils ont l'équipe de Gonzou et Evergrande, par exemple, qui vient jouer tous les week-ends face à la Juventus, face à Manchester, et ben les Chinois, ils vont vouloir regarder. Voilà, il va y avoir une exposition médiatique qui va faire qu'il va y avoir les Chinois qui vont être intéressés par le football et qui, si jamais Guangzhou arrive à battre la Juventus, à battre Manchester, ça peut être un déclic dingue. Puis même eux, au sein du pays. Ils vont pouvoir faire une Dream Team en 2 secondes. Exactement. Et en plus de ça, c'est vrai que bon, il y en a beaucoup, ils comparent à la NBA. Bon, il y a des différences, on peut pas tout comparer, mais c'est vrai que c'est un modèle qui peut être assez proche de la NBA, mais ça fera. C'est un peu comme ça part en road trip. Il y aura des équipes qui iront là jouer les équipes, je sais pas, chinoises, peut-être à côté, je sais pas, je suis une connerie, une équipe japonaise. Tu auras une série de matchs, ça fera en mode road trip, en mode NBA peut-être, tu vois, ça peut ressembler à ça. Plein de scénarios envisageables. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de scénarios. Est-ce qu'on ferait pas un petit historique? On est avec Kevin du coup de la page Twitter FC Géopolitics qui marche très très bien. Il fait de très très beaux threads justement sur ces sujets concernant le foot. Il est avec nous comme très souvent. Salut Kevin, tu nous entends bien? Ouais, salut, est-ce que vous m'entendez bien aussi? On t'entend super bien. Bienvenue dans Hors-jeu comme d'habitude. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. On sait que tu vas être très 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 sollicité justement aujourd'hui et même peut-être toute la semaine. Kevin, avant peut-être de nous rappeler un petit peu les faits, de nous rappeler d'où est parti ce projet. Toi, pareil, en tant qu'amateur de sport, de foot, tu vois ça. Comment tu vois les choses, toi? Moi, je vois que ce projet de Super League, c'est un petit peu la suite logique des choses. Déjà qu'entre guillemets, il y avait un projet de Ligue des Champions qui a été acté ce matin au niveau de l'UEFA, c'est une Ligue des Champions encore plus fermée. Ouais. Le projet de Super League, comme ça a été dit avant, c'est que les gros clubs voulaient une Ligue des Champions encore plus fermée. Ça n'a pas été le cas. Du coup, ils ont pris leur clic et leur claque et ils ont créé leur propre compétition. Et d'un point de vue d'amateur de foot, tu le vis comment, toi, personnellement? Moi, de toute façon, je suis supporter de Bordeaux déjà de base, donc j'ai un peu abandonné l'espoir de vivre des grands moments de football européen, mais c'est triste, quoi. Mais après, va falloir pour voir un peu les coupes européennes qu'on voyait avant, va falloir retourner sur les C3 ou la prochaine compétition européenne qui va avoir lieu, et on trouvera des charmes entre des clubs grecs, suédois qui pourront s'affronter, et alors que là, Super League ou Ligue des Champions encore plus fermée, ça va faire toujours les mêmes clubs qui vont s'affronter, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr, ça c'est le gros problème qu'on a ciblé aussi, c'est ce côté rareté des matchs, c'est-à-dire que maintenant un Manchester Juventus, un Manchester Real Madrid n'aura quasiment plus aucune saveur parce qu'on va le voir toutes les semaines. C'est un truc qui a été beaucoup ciblé. Kevin, on parle carrément de mort du foot. Là, très clairement, on est à un tournant. Est-ce que tu peux nous rappeler
concrètement, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas suivi sur le bout des doigts ce qui s'est passé, comment est né ce projet, pourquoi est né ce projet et où va ce projet? Le projet de Super League européenne, il date quand même depuis pas mal d'années, mais c'est vrai que la crise économique autour du Covid-19 a accéléré un peu les choses. L'idée de cette Super League, c'est que les top clubs européens se sont rendus de plus en plus compte que la Ligue des Champions, c'était les grandes affiches qui généraient le plus de revenus, c'était que des matchs entre eux, quoi. Et donc, au fur et à mesure, ils ont dit à l'UEFA, si vous voulez qu'on continue à participer à la Ligue des Champions, il va falloir que vous nous donniez plus de bénéfices par rapport à la compétition, ou alors fermer un peu plus cette compétition pour qu'on ait beaucoup plus de revenus liés aux droits TV. Et donc, ils ont été en discussion avec l'UEFA, et ça faisait plusieurs mois que les discussions étaient un peu tendues et que les top clubs européens n'avaient pas ce qu'ils voulaient. Et donc là, le 19 avril, devait intervenir la décision de l'UEFA de son nouveau format de la Ligue des Champions plus fermé. Et les top clubs européens, avec en tête le Real Madrid, la Juventus et Manchester United, ils ont dit on va couper l'herbe sous le pied de l'UEFA, et on va annoncer la création de la Super League. Cette fois, on va vraiment l'annoncer pour que l'UEFA bouge vraiment et nous donne surtout l'exploitation des droits commerciaux de la Ligue des Champions pour qu'on puisse véritablement avoir les revenus de cette compétition, puisque c'est nous qui, entre guillemets, générons l'ensemble des revenus de cette compétition, parce qu'il n'y a que des matchs entre gros clubs de plus en plus, quoi. Les gars, moi, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que pour vous, il n'y a pas un petit peu une part de coup de bluff là, de la part des 12 clubs qui ont lancé ce projet, justement, pour essayer peut-être de renégocier des choses avec l'UEFA? Est-ce que pour vous, même ce projet, c'est pas finalement une sorte de coquille vide pour faire peur, pour vraiment mettre pression sur l'UEFA et obtenir des choses? À la base, c'est sûr, à la base, je pense que ça part un peu d'un coup de bluff pour avoir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire plus d'oseille. On ne va pas se mentir, ça part certainement de ça, mais voyant que l'UEFA était très certainement assez fermée, et comme il l'a dit, si les discussions, ça ne bougeait pas, eux, pour le coup, ils remettent un second coup de pression en disant que ça va vraiment se lancer, quoi. Donc, à mon avis, c'est surtout ça, quoi. Mais à la base, oui, à mon avis, c'était un gros coup de pression pour faire bouger les choses. T'en penses pas moins, Quentin, ou Ouais, déjà, par rapport à l'annonce, si tu prends en termes de chronologie, l'annonce a été faite hier soir, et ce matin, il y avait le congrès de la réforme de la Ligue des Champions pour 2024 de par l'UEFA. Donc déjà, le timing, c'est une évidence d'annoncer cette Super League la veille de la réforme. C'est évidemment pour que ce soit le sujet du jour et pour qu'on puisse en discuter. Est-ce que c'est un coup de force? Et c'est quelque chose que j'ai lu et qui est tout à fait possible. Aujourd'hui, on peut envisager plein de scénarios, et parmi lesquels on peut envisager celui-là. Ça peut être un coup de force aussi des clubs pour pouvoir faire en sorte que l'UEFA cède la Ligue des Champions. Alors évidemment qu'on a du mal. On a du mal à imaginer que l'UEFA cède son joyau, cède son bijou, vu qu'elle n'a pas voulu céder plus d'oseille. Maintenant, on a du mal à penser qu'ils vont lâcher complètement le truc. Non, mais là, c'est un sacré bordel pour eux. Mais quand on sait que les supporters vont faire le bordel, que tout le monde va faire le bordel, que les joueurs peut-être vont être impliqués dans des histoires il y en a qui commencent déjà à parler. Voilà, ça va être un petit peu compliqué. Peut-être que l'UEFA va être obligée de concéder cette compétition. Et à ce moment-là, les organisateurs, ces 12 clubs fondateurs, vont pouvoir mettre la Ligue des Champions à leur sauce, vu que c'est eux qui auront les droits de la Ligue des Champions. Ils vont avoir les avantages, ils vont pouvoir bénéficier des fruits en termes de finances, mais ils vont pouvoir également peut-être exporter le même modèle, à faire en sorte que ce soit une ligue un petit peu fermée, ou peut-être, on peut imaginer que les petits clubs vont jouer des phases de poule entre eux et après rentreront vraiment en très petite quantité avec une élite qui est déjà présente. En tout cas, quoi qu'il arrive, s'ils récupèrent la Ligue des Champions, ils vont la façonner à leur manière. Quoi qu'il arrive, les plus petits vont quand même être lésés dans cette histoire, parce que même si mais quoi qu'il arrive, c'est fini. Quoi qu'il arrive, les petits, ils sont les petits pourront participer. Ils passent complètement au second plan là. Exactement. Mais les petits pourront participer, mais peut-être en passant par des phases de qualification, où au lieu d'en avoir 1 ou 2 par poule, tu n'en auras peut-être que 2 sur 20 équipes des équipes de ce standing-là. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, les clubs veulent récupérer la Ligue des Champions de par le nom, etc., parce que ça a une histoire. Et après, ils en feront ce qu'ils veulent. Et s'ils veulent, même pour ça, s'ils veulent inviter un club chinois en Ligue des Champions, ils le feront. Ils l'inviteront. D'ailleurs, Kevin, parce que c'est vrai que là, concrètement, quoi qu'il se passe, si jamais la Super League va au bout, et on ne sait pas si elle ira au bout, si les clubs récupèrent justement le pouvoir, les pleins pouvoirs sur la Ligue des Champions, ça veut quoi qu'il arrive dire que les petits clubs sont morts dans l'histoire, en fait. Quoi qu'il se passe, si jamais les deux finalement se rapprochent ou se rapprochent pas, dans l'histoire, les perdants, c'est les petits clubs. On est d'accord sur ça?
Ah oui, clairement, de toute façon, déjà le projet qui a été adopté pour la nouvelle Ligue des Champions, les petits clubs sont perdants. Et puis là, le projet de Super League, c'est clairement, entre guillemets, non, on dit non aux petits clubs, et c'est ça que va attendre la Ligue des Champions. C'est-à-dire une Ligue des Champions qui, avec les top clubs européens et qui seront, entre guillemets, sécurisés d'avoir une place dans ces compétitions-là. Et ensuite, ouais, comme l'évoquait Kanto, c'est que après, une fois que tu as la main sur les droits de la Ligue des Champions, et tu peux tout faire. Tu peux inviter un club chinois, un club américain pour effectivement, aller chercher les supporters de ces marchés-là. Et parce qu'il y a cette idée-là aussi derrière avec la Ligue fermée. La Ligue fermée, c'est quelque chose qui parle beaucoup plus au marché américain avec, tout ce qu'il y a par rapport à la NBA. Ouais, culturellement Donc c'est parlant. pour ça que je pense ce projet de Super League. Mais bon, après, il ne faut pas se leurrer, ça reste effectivement un énième coup de pression. Bon, là, c'est vrai qu'il est quand même important parce que c'est vraiment acté. Mais ça reste un coup de pression parce que les top clubs, ce qu'ils veulent, c'est quand même garder la Ligue des Champions parce que tu as tout l'aspect, c'est un nom connu, tu as l'hymne, tu as des symboles, il y a une histoire, donc ils veulent garder cette Ligue des Champions, mais ils haussent le ton et l'UEFA pour l'instant hausse le ton aussi parce qu'ils sont même jusqu'à dire qu'ils vont interdire aux joueurs ensuite de jouer les compétitions des fédés nationales et de jouer l'Euro. Bon, ça pour l'instant, juridiquement, c'est quand même compliqué. C'est pas sûr que ce soit tenable juridiquement, mais c'est juste une énième menace pour contrebalancer la menace de la Super League. Oui, alors c'est vrai que ça, c'est un des sujets qu'il faut qu'on aborde absolument parce que concrètement, il n'y a pas que la création des compétitions ou non, il y a aussi ce qui se passe autour. C'est-à-dire l'UEFA qui dit on va interdire les joueurs de participer, d'être sélectionnés en équipe nationale. Il y a tout ça. Concrètement, Après, moi personnellement, j'y crois pas trop. Mais c'est un énorme. Là, le truc, c'est que ça part à la surenchère des deux côtés. C'est un énorme bordel. Du coup, ça menace de tous les côtés. Oui. C'est vrai que la logique voudrait qu'ils sont obligés de trouver un terrain d'entente d'une manière ou d'une autre et que du coup, les clubs soient peut-être les gagnants de cette histoire, les gros clubs, en récupérant de l'argent. Après, le truc aussi, c'est que l'UEFA, on sait qu'eux, ils sont très à l'ancienne. Ils tiennent à leur monopole, on va dire. Donc, eux, tu sais que ça peut être compliqué de négocier. Après, l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que tu as quand même Florentino Pérez qui est un peu à l'initiative de tout ça. Je veux dire, on connaît l'histoire du Real avec la Ligue des Champions. Ouais. Donc c'est vrai que c'est complètement fou de penser qu'il veut quand même casser ça, entre guillemets, quand on sait que quand tu penses à la Champions League, tu penses au Real Madrid. C'est pour ça que moi je continue à penser que là c'est des gros coups de pression et c'est de plus en plus sérieux, mais c'est vrai que si tu suis tout ça, normalement, ils devraient quand même s'entendre à un moment. Je pense que c'est pas possible autrement, parce que là, ça va tout flinguer, ça va partir en vrille complètement. En tout cas, j'espère que ils vont trouver un terrain d'entente à un moment, parce que sinon, ça va être un gros bordel. Moi, j'ai vraiment la sensation, en tout cas, que et du côté de la Super League et du côté de l'UEFA, très clairement, les deux seraient perdants si jamais tout ça allait au bout. Si tout le monde est perdant. Voilà. Tout le monde. Quoi qu'il arrive, c'est que tout le monde va perdre. Si la Super League va au bout, les mecs. Moi, je pense que les gens vont complètement se désolidariser. Après, pour négocier avec eux, c'est chaud. Non, mais je sais. C'est ça le truc, c'est que c'est eux, c'est waouh. On voit bien que là, la Super League, elle a un énorme bad buzz. Les gens rejettent ce projet, les gens n'en veulent pas. Donc, je pense que les 12 clubs savent très bien que s'ils font leur truc de leur côté, les gens vont pas suivre, je pense. Et du côté de l'UEFA, pareil, si tu te prives des 12 clubs, concrètement, ta Ligue des Champions, c'est pas qu'elle a plus de valeur, mais c'est qu'elle a une saveur quand qui est quand même le foot, bien c'est moindre. pour voir les plus grands clubs, on va pas se mentir. Voilà. La compétition, la saveur de la compétition, elle baisse drastiquement. Donc en vérité, là, je pense qu'on est dans une phase où les deux, se regardent. C'est un petit peu le bon, la brute et le truand. C'est à qui va tirer le premier. Mais à terme, il n'y a pas d'autre solution possible en vérité. Ils vont devoir s'asseoir et trouver un terrain d'entente. C'est vieux comme le monde. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Kanto. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi sur ça. Il faut voir après les menaces qui est possible juridiquement parlant. Parce que, par rapport aux sélections et tout. Moi, ce qu'on m'a dit, oui, mais ils ont le droit. Ben oui, je sais qu'ils ont le droit, parce que moi, il y en a qui me disent, oui, ils peuvent pas, et puis il y en a qui m'affirment qu'ils peuvent. J'ai dit, mais les amis. Des flous juridiques, des trucs, parce que là, c'est trop compliqué. Et c'est pour ça que c'est des trucs, c'est du jamais vu. Même dans le chat, j'ai vu un message, quelqu'un qui dit, oui, mais depuis tout à l'heure, vous faites que parler de spéculation, parlez-nous de concret. On peut pas parler de concret, parce que même Florentino Pérez, qui est le président, lui, il sait pas non plus. Lui aussi, il spécule. L'UEFA sont obligés de spéculer par des menaces. La FIFA spécule par des menaces. Eux, ils spéculent par la création de cette ligue. Mais personne ne sait en réalité. Donc nous,
en étant chroniqueur hors jeu, tu te doutes bien qu'on va pas pouvoir parler de constats ou de je ne sais quoi. Crête League, Kanto. Ouais, pourquoi pas. La Ligue des fraudes. Exactement, on va créer la Ligue des fraudes, pourquoi pas. Ça irait trop bien. Non, mais quoi qu'il arrive, juridiquement parlant, non, c'est dur parce que comme le dit Bruce, on risque de voir des vices de forme, des trucs comme ça qui font que ça va être difficile de mettre en place telle ou telle menace. Mais quoi qu'il arrive, il faut arriver à trouver un terrain d'entente parce que là, c'est compliqué de continuer dans ce sens-là. Ça me semble quasiment impossible. Il va falloir trouver, quoi qu'il arrive, un terrain d'entente. Kevin, avant de te libérer, est-ce que tu penses que là, cette Super League peut vraiment aller jusqu'au bout, ou est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il va quand même y avoir un chemin de croix et que tout le monde va finalement se parler pour trouver une solution? Parce que concrètement, si ça va au bout, on est bien d'accord que c'est une bombe. C'est une bombe, ça va tout péter, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Après, effectivement, je pense que la véritable bombe, c'est lorsqu'il y aura le premier match de cette fameuse Super League. Mais pour l'instant, pour l'instant, les 12 équipes qui ont fondé le projet Super League avec Florentino Pérez, Agnelli de la Juve et Glazer de Manchester United, leur projet à eux, c'est de récupérer la Ligue des Champions, de récupérer leurs droits et de faire une Ligue des Champions peut-être qui ressemblera presque pratiquement à la Super League, mais il y a cette idée-là de faire une Ligue des Champions contre top club. Et on voit qu'il y a des clubs qui sont un peu plus frileux, comme le PSG ou le Bayern. Le PSG, parce qu'ils étaient plutôt gagnants avec la réforme de la Ligue des Champions de l'UEFA. Et le Bayern, parce qu'il y a toujours un peu cette solidarité par rapport un peu au système pyramidal sportif allemand. Donc pour l'instant, ils sont plutôt frileux. Mais c'est vrai que tous les top clubs voudraient participer à une compétition qui génère plus d'argent, puisqu'ils sont tous déficitaires à cause de la crise du Covid. Après, c'est juste que là, effectivement, c'est un coup de poker avec les supporters qui sont au milieu parce qu'ils ne savent pas où donner de la tête, et c'est bien normal parce qu'il y a beaucoup de spéculation autour. Mais le premier véritable événement, ce sera le premier match de Super League. Et là, je pense que dans les jours à venir, on verra des discussions entre l'UEFA et les clubs et les top clubs européens. Et à mon avis, il y aura un accord. Hein. C'est ce qui est voulu, quoi. Kevin, c'est sûr que c'est un petit peu précipité de te poser la question à toi, mais si on lit un petit peu entre les lignes, cette Super League, à la base, ils l'annonçaient pour 2024, je crois. Mais au final, ils veulent la lancer bien plus vite. Au final, ce qu'ils veulent, c'est la lancer le plus tôt. Donc déjà, on sent un petit peu la volonté de mettre pression sur le maximum de pression. Parce que même, je pense que ça les arrange pas de lancer le truc complètement. Tu vois, mais après, tu vas pas laisser dormir le truc, alors que là, tu annonces que très clairement, tu vas tout changer. Est-ce qu'on peut voir arriver cette Super League genre dès la saison prochaine ou la saison d'après? C'est quoi un petit peu le calendrier si on lit entre les lignes? Après, ils avaient dit 2024 à la base. Je pense que c'était pour s'opposer clairement à la Ligue des Champions qui changeait de format à partir de 2024. Il y avait cette idée-là derrière. Après, en soi, là encore, moi, je me réfère aux articles que j'ai lus. Apparemment, il y aurait le fonds américain JP Morgan qui a déjà mis 6 milliards d'euros pour organiser la compétition. Donc, s'il y a 6 milliards d'euros, ils ont entre guillemets tous les moyens pour organiser une compétition d'ici la saison prochaine. Mais pour moi, c'est pas ce que les top clubs veulent, quoi. Non, mais c'est ça, c'est bien ce qu'on a compris en fait. Dès la saison prochaine, ça peut être lancé. Je le vois bien avec les 6 milliards. Là. Non, mais c'est ouf. Les gars, est-ce que vous pensez là que concrètement l'UEFA peut prendre des décisions par rapport à la Ligue des Champions de cette année? Est-ce que pour vous, il n'y a aucun risque, la Ligue des Champions là tu veux dire quoi, donner cette saison-là, c'est là du coup sur la donner? Non, mais ça parle de potentiellement disqualifier les trois et du coup donner la Champions à Paris. Est-ce qu'il peut se passer un truc là? Imagine Paris gagne la dernière Ligue des Champions en l'état comme ça. C'est complètement... La toute dernière. C'est quelque chose qui, à mon sens, est impossible pour la simple et bonne raison que ça va bloquer toute forme de négociation et de conciliation possible. Ouais. Et qu'aujourd'hui, je pense que l'UEFA a compris qu'elle était la grande perdante, la FIFA également, et la Super League a également tout intérêt à travailler avec l'UEFA plutôt que contre l'UEFA. Et même les joueurs, Kanto, parce que ça, on n'en a pas trop parlé, même si les joueurs, forcément, ils vont gagner beaucoup plus de pognon. Donc voilà, eux, c'est pour ça qu'on entend quasi pas de joueurs s'exprimer. Mais c'est sûr que là, il reste très prudent. Hein. Non, mais c'est sûr que là, si tu disqualifies des joueurs qui sont en demi-finale de Ligue des Champions ou quoi, alors que c'est pas de leur faute à la base, je veux dire là, tu peux foutre encore plus un bordel, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, si tu disqualifies, le problème, c'est que les clubs vont complètement se braquer et vont dire on voulait faire les fous, on va vraiment le mettre en place, on va commencer maintenant. Et qu'est-ce qu'il y a, tu vois, c'est un peu l'idée du coup de pression. Et je pense qu'aujourd'hui, non, t'es obligé de laisser les choses se dérouler et puis d'avoir de longues discussions pendant
pendant l'été tranquillement pour essayer de trouver une conciliation possible. Ouais, de trouver un terrain d'entente. Non, mais en tout cas, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, très clairement. Ça va être, le sujet de l'été. Les clubs seront les grands gagnants de cette histoire. Ça, moi, j'ai pas de doute. Nous, on sera les niqués de cette histoire. Ça bouge pas. Parce qu'on a déjà 1 million de matchs. On aura encore plus de matchs. Ça sera plus fermé. Parce que ça date pas dire quelle que soit la méthode, on le sait de toute façon. À la base, on aurait préféré un système comme c'est le cas là, de toute façon. Et puis voilà, quoi. Et l'UEFA va sûrement perdre. Ils perdent aussi dans cette histoire. Ouais. Kevin, merci beaucoup. Merci d'être venu dans Hors-jeu comme d'habitude. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Merci Kevin. Et je pense qu'on va se reparler dans les semaines à venir parce qu'on n'est pas prêt d'en avoir vu le bout, donc on te rappellera très très rapidement. Pas de problème. Merci à toi. Bonne émission. Salut. Allez, Salut, à très vite, Kevin. Mais très clairement. Et la position du PSG et du Bayern, vous la comprenez? Ça temporise, le PSG. C'est hyper logique. Pour vous, c'est les grands gagnants, eux. Le PSG. En plus, l'opinion les valide en vérité. Pour eux, s'ils doivent la rejoindre, si vraiment ça se fait, ils pourront la rejoindre. Exactement. Le PSG a une position qui est juste idéale. C'est de la prudence. Premièrement, parce qu'il y a un enjeu politique derrière. On rappelle qu'il y a la Coupe du Monde au Qatar en 2022 et que le PSG est détenu par une puissance étatique en provenance du Qatar. Donc il n'y a aucun intérêt à aller s'embrouiller maintenant avec la FIFA. Surtout qu'il y a déjà pas mal de casseroles par rapport à la Coupe du Monde, on a vu. D'un point de vue de la compétition, on ne sait pas encore si ça va vraiment voir le jour. Du côté du PSG, on a tout intérêt plutôt à temporiser de ce côté-là parce que en temporisant, on aura finalement les tenants et les aboutissants puisqu'il va y avoir les négociations et puis après, si ça aboutit ou ça n'aboutit pas, le PSG saura que, par exemple, s'ils rejoignent la Ligue, alors oui, les joueurs ne pourront plus aller en sélection, oui, ils ne participeront plus à la Ligue des Champions ou au championnat et en tout cas, ils auront les tenants et les aboutissants. À ce moment-là, ils auront toutes les cartes en main pour pouvoir prendre une bonne décision. Après, il y a un autre enjeu, c'est par rapport aux droits TV. On sait que le Qatar et beIN Sport, c'est la même maison. Du coup, par rapport à la récupération des droits TV de la Ligue des Champions, il n'y a aucun intérêt à aller s'embrouiller avec l'UEFA. Par rapport également à la position du PSG cette année à la Ligue des Champions. Ouais, mais il y a vraiment plein de facteurs à prendre en compte et aussi par rapport au fait que le PSG soit encore cette année en Ligue des Champions. Ils prennent pas de risque, ça peut être important pour eux dans leur histoire de gagner une Ligue des Champions. Oui, Bruce. Non, juste pour finir, parce que c'est vrai que dans tout ça, on n'a pas trop parlé des joueurs. Moi, là où il y a vraiment quelque chose qui m'interpelle, oui, il y a quelques joueurs, on a vu Bruno Fernandes, Herrera, c'est beaucoup des anciens joueurs, des anciennes légendes, sinon qui ont parlé. Eux, ils sont un peu à l'extérieur, donc voilà. Ouais. Mais moi, ce qui me paraît très bizarre, c'est qu'il y a très peu de gros joueurs ou quoi qui ont donné leur sentiment dessus. Alors oui, eux, ils temporisent, ils savent qu'ils peuvent toucher beaucoup d'argent, peut-être ce que tu veux. Mais moi, quand même, plus je réfléchis, pour moi, c'est poussé à l'extrême, c'est un énorme bluff. Parce que c'est, pour moi, et même de penser les clubs anglais, un club comme Liverpool, cracher sur son histoire et ses supporters, etc. Les supporters en sachant l'histoire de certains, moi j'ai beaucoup de mal à y croire. Et on aura le fin mot de cette histoire quand tout sera fini, mais après que les négociations soient finies. Et j'espère que ça les sera langues le cas. vont se délier. Voilà, j'espère que ça sera le cas, mais quelque chose me dit et me laisse penser quand même que c'est un gros coup de bluff. Moi, vraiment, pareil, c'est pour ça que tout à l'heure. Mais qui est poussé là, vous savez vraiment, il pousse les choses pour vraiment. Voilà. Non mais les mecs, c'est quand même des têtes. Ils sont dans des arcanes que nous on n'imagine même pas. Je pense tous les Pérez, tous les Agnelli, tous les gars comme ça. Mais je pense personnellement que si les joueurs n'ont pas vraiment encore parlé, je suis persuadé que les mecs leur ont dit pour l'instant, on vous conseille de pas parler. Alors voilà, tu peux pas rester en flou parce qu'il faut pas que ça se sache. C'est ça, en mais fait. Tu peux pas interdire à un joueur de pas s'exprimer. Mais je pense qu'ils leur ont dit très clairement, les gars, faites-nous confiance, on sait ce qu'on fait. Parlez pas pour le moment, ça va bouger. Tu vois les clubs, là, tu vois les clubs, c'est le football. Enfin, ça représente tout le foot, ça quasiment. Bien sûr, donc, putain, c'est incroyable que l'histoire du foot et de tous ces grands clubs soit remis enfin que ça remette tout en question triste, et en cause en 2 secondes. Enfin, j'espère que voilà. S'il faut, dans 1 an et demi, on regarde la Super League, quoi. Mais tranquille. Mais d'ailleurs, ça c'est un autre sujet, c'est marrant ça. Imaginons que la Super League arrive vraiment, que les 12 clubs font leur truc parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord avec l'UEFA. Concrètement, vous la regardez la compète ? Évidemment. Honnêtement. Comme tout le monde, on sera obligé de la regarder parce que si demain les menaces, alors évidemment que ça va dépendre de beaucoup de choses, mais si les menaces par exemple de l'UEFA et de la FIFA sont mises en exécution, si demain tu as envie de voir le Real Madrid jouer ou le FC Barcelone parce que tu es fan de ces équipes-là, tu seras obligé de regarder la Super League. Ouais, mais tu as vu qu'il y a des fans, et notamment, je vous interpelle, trop de matchs. Le supporter de Manchester United qui a carrément résilié son abonnement, qui a dit vous m'avez brisé le cœur, c'est fini. Ils sont très attachés à toute l'histoire du championnat. Manchester United, ça
reste quand même une équipe, il faut le rappeler, historiquement parlant, qui a été créée par des ouvriers de la ville. Hein. Ouais. C'est pour ceux qui ont vu la série, par exemple Sunderland, où on voit que c'est des villes très populaires, où les gens sont globalement assez pauvres, les gens sont hyper attachés. On a vu dans la série que après une défaite de Sunderland, les supporters ils pleurent carrément, ils rentrent chez eux, ils vont faire dodo. Parce que c'est viscéral. Exactement, et c'est un peu le cas des supporters de Manchester, parce que c'est un club populaire, et Liverpool c'est également le cas. Donc évidemment que des supporters sont prêts mais finalement c'est comme parfois on est amoureux de quelqu'un, mais on est obligé de se séparer parce que la suite devient envisageable, et c'est un petit peu la situation. Tu peux être amoureux d'un club, mais être obligé d'arrêter cette histoire d'amour avec le club parce que les valeurs que ce club représente ne sont plus celles que tu acceptes. Nous, Leonardo. Excusez-moi d'avoir des arguments. Roméo plus Juliette. Ouais. Non mais moi par contre, je voulais dire quelque chose, mais il m'a sorti du délire là. Moi, ce que j'aime bien quand Quentin il parle sur les trucs comme ça, c'est regarder la tête de Bruce. Parce que direct, ça s'écrit sur le visage de Bruce, on se comprend en 2 secondes. Moi j'adore le foot, je suis un grand passionné. Oui. Et honnêtement, non, moi ça me donne moins envie. Je vous pose la question. Le fait que les grosses affiches soient un peu plus rares, c'est kiffant. Là, d'avoir des matchs comme ça toutes les 2... Non, moi honnêtement, pour la première fois de ma vie, et déjà que je pense que la génération à venir, tout ça, enfin le foot, ça me fait toujours rêver, mais je veux dire, le niveau, etc., me fait un peu moins rêver ces derniers temps. Ouais. Ça, plus mis tout à bout, une fois que les gros joueurs, la plupart de ces générations, auront pris leur retraite et ce qui va s'en suivre, le nouveau format de compétition, moi, honnêtement, pour la première fois de ma vie, ça me fait moins rêver. Parce que voilà, de voir des gros matchs toutes les 2 secondes, etc., au bout d'un moment, le fait que ce soit un peu plus rare et tout, je suis désolé, c'est moins kiffant, ça devient trop classique. C'est comme les matchs, bon, il y a moins de matchs, mais c'est comme les matchs, la saison régulière en NBA, elle est beaucoup trop longue, même si je kiffe, etc., ce que tu veux, c'est beaucoup trop long. T'as 1 milliard de matchs, machin, t'attends les playoffs au bout d'un moment. Parce que là, ça va rendre classique. Non, quand toi, t'es vrai. Non, mais si, je suis complètement d'accord avec toi. Parce qu'en plus, pour la NBA, je veux dire, il y a aussi une question culturelle. Nous, c'est pas dans notre culture de consommer autant de matchs. Tous les jours ou tous les 2 jours en NBA, les mecs. En tout cas, c'est pas dans notre culture. Ce modèle de Super League a été déjà créé dans le basket européen avec l'Euroleague, notamment. C'est quelque chose qu'on connaît et c'est un format qui marche aujourd'hui. Maintenant, le basket européen, et sans manquer de respect à ce superbe sport, mais le basket n'est peut-être pas aussi développé en Europe que ce qu'est le football et n'a peut-être pas la même histoire en Europe que le foot, quoi. Ouais. Il y a un super sondage qui a été lancé sur le chat. La Super League, vous la regarderez à 50% oui, à 26% non, et à 24% au début par curiosité. Je ne sais pas qui a lancé le sondage. Donc il y a une personne sur 2 qui hésite. Bon, ça sent que sur les personnes sur 2. Moi, c'est un peut-être. Non mais moi je dis je vais voilà, mais on est trop con, on regardera, mais moi ça me passionnera un peu moins peut-être, c'est possible. On n'a pas envie, mais tôt ou tard, si vraiment on est obligé, on le fera. Et puis les supporters le seront plus ou moins obligés de le faire. Donc oui, pour moi c'est un peu. Mais déjà, on est les dindons de la part. Déjà pour ma part, une Super League, si c'est une Super League à huis clos, attention quand même, parce que déjà que le projet, c'est quand même difficile d'avoir moins de rareté, comme l'a dit Bruce, et d'avoir des grosses affiches tous les week-ends. Si en plus c'est à huis clos, ça va pas être très fun. Ouais, mais là, on regarde bien la Ligue des Champions à huis clos. Ouais, mais là, c'est quand même quelque chose d'autre. Là, on parle du lancement du projet. Donc exactement. S'il n'y a pas un côté ferveur derrière tout ça. En ce bas monde, j'ai l'impression qu'on peut nous jeter n'importe quoi. On est comme As, on écrole le truc au vol, quoi. On est comme des animaux affamés, quoi. C'est terrible. Franchement, on a un tournant. C'est plus un tournant. Là. On a pris le virage, le mur dans la gueule déjà, et là, on voit ce qui se passe après. Alors, les amis, je vous lis quand même le tweet de Jean-Michel Aulas, qui a réagi. C'est quand même un personnage important, en tout cas, de la sphère footballistique. Il dit: quand les GAFAM sont de plus en plus forts, où tous nos supporters sont privés de stades et de liens sociaux, nous devons construire des ponts, pas des murs, construire ensemble avec Nasser l'avenir d'un football où la méritocratie sportive et l'émotion ne sont pas oubliées. Donc déjà, on sent bien que Jean-Michel Aulas, encore une fois, reste du côté un petit peu du peuple, entre guillemets. Mais il faut quand même pas oublier que si cette Super League voit le jour, on sait qu'il y a quand même 2 places qui sont réservées au club français.
Ça, Oui. c'est un truc, c'est mais une vérité aussi. Là, c'est pareil, c'est sous quelles conditions? Et c'est là où, encore une fois, on Mais est dans tu la... pourrais être interdit de championnat du coup. Mais Si voilà, ça mais suit c'est le ça. truc. Oui, il est là le Donc est-ce que problème. les clubs vont prendre le risque de faire une Exactement. pige? Admettons Lille, ils vont en Ligue des Champions une fois en Super League, ils font une saison, ils se font défoncer, ils finissent pas dans les 2 premiers pour réaccéder à la Super League, ils font quoi? Ils repassent en D5 et voilà. C'est ça, c'est ce que je disais, parce que moi, il y a des personnes qui me disaient oui, l'OM a été proposé. Évidemment qu'un profil comme l'OM, ça va être une équipe intéressante, parce bien sûr. qu'il y a une grosse fanbase en Une France, histoire, en Europe. Dans le monde entier, il y a des supporters de l'OM, donc c'est un club qui va parler. Il y a quand même une histoire parce que la Ligue 1 fait quand même partie des 5 grands championnats et c'est le seul club de Ligue 1 à avoir remporté la Ligue des Champions. Donc évidemment que l'OM est susceptible d'avoir une proposition par rapport à ça, et l'OM a eu une proposition par rapport à ça. C'est pas forcément légitime d'un point de vue qualitatif ou sportif, mais juste par rapport à ce que l'OM représente dans le milieu du football et dans le monde du football. Le problème étant que si ces menaces, encore une fois, sont mises en exécution, si l'OM participe à un championnat de Super League et l'OM va gagner peut-être 450, 500, 600 millions, on ne sait pas, mais que derrière l'OM ne peut pas accéder au championnat de France, tu fais comment? Est-ce que tu acceptes d'aller jouer 2 ans de Super League, gagner peut-être 1 milliard et après repartir de la D5? Comment tu t'organises? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris en tout cas, mais ce qu'ils expliquent, c'est que pour ces clubs-là, pour les très gros en tout cas, c'est une garantie d'y être tous les ans, et pour un autre pool de clubs, ça va bouger. Au début, ils disent 15 sûrs, voilà, et 5 15 sûrs. en plus. Donc ça veut dire que si tu fais partie des 2 clubs, tu sais que tous les ans, tu as cette entrée financière qui fait que tu es garanti d'être serein. Tu vois, le calcul, en fait, quelque part, il est vite fait, en vrai. Si on t'assure tous les ans d'avoir 350 millions à la saison quand elle commence, tu sais que tu vas pouvoir construire ton effectif, tu sais que tu vas pouvoir avancer tranquillement. Donc finalement, tu ne prends pas vraiment de risque en vrai. Si tu acceptes, en tout cas. Après, encore une fois, les menaces de l'UEFA de retirer les clubs de la Ligue des Champions, j'y crois un peu. Les menaces de l'UEFA de retirer les clubs des championnats, j'y crois beaucoup moins. Ça me semble presque du ressort de l'impossible. Et du coup, ça ouvrirait quand même la porte à pas mal de clubs de pouvoir aller gratter un peu leur oseille sur une saison ou 2 en Super League. Comment ils vont faire, même avec la nouvelle formule Ligue des Champions? Enfin, tout a plus de matchs et la Super League se fait. Admettons, ils cumulent les 2 championnats. Mais tu te rends compte le nombre de matchs? Il faut 12 effectifs. Et pour les calendriers, 30-35 joueurs. Et pour les calendriers de ceux qui font pas la Super League, tu vois, faut adapter. Enfin, c'est un bordel. Il va falloir des effectifs à 35 joueurs, et c'est là où les clubs vont être révolutionnaires, parce qu'ils vont avoir une équipe pour les compétitions européennes, une équipe avec des très bons joueurs de championnat. L'équipe A et l'équipe B. Exactement, ils vont aller récupérer peut-être le meilleur joueur de Dijon, le meilleur joueur de Lens, le meilleur joueur de là. Ils vont former un 11 pour jouer le championnat. Et à côté, les stars joueront. Ou alors, au bout des choses, comme en NBA, tu fais rentrer 5 joueurs, tu les fais sortir quand tu veux pendant le match. Tu fais des temps morts, tu fais rentrer les cups. Impossible. Allons au bout des choses. Non, parce que là, non, mais Bruce, de toute façon, on en est là. C'est leur produit. S'ils ont envie de le faire, ils le font. Mais bien sûr ça. Mais Bruce, c'est marrant que tu soulèves ça. Ça va finir comme ça. Mais non, mais t'as grave raison de soulever ça, parce que finalement, même au niveau des règles, là à l'heure actuelle, c'est l'IFAB, je crois, qui régit. Mais s'ils veulent mettre un but à l'extérieur contre double, comme l'a dit le génie Jacques-Henri Hérault, ils ont le droit. C'est leur compétition. Ils sont régis par personne. Hérault, c'est un visionnaire. Hérault, c'est un homme de Super League. Ça se trouve, il avait raison sur toute la ligne. Mais il avait raison, Hérault. Il était dans les discussions, c'est tout. On le sait pas. Nous, on a cru qu'il était con, mais c'est un génie. Non, mais on est complètement d'accord, parce que en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a tellement de sujets vis-à-vis de la création de ce truc qui découlent de tout ça, que en fait on pourra en parler 4 heures s'il faut. Il y a peut-être un dernier truc que je voudrais qu'on aborde, c'est les mercatos. Comment ça se fait? Comment les clubs vont se servir? On part du principe que le truc va au bout. Comment ça va se passer au niveau des échanges? Tu vois, qui va dire quoi? Qui va dire oui, tu as le droit? Quelles vont être les fenêtres de transfert? Ça se trouve, toute l'année, tu vas pouvoir échanger des joueurs. Enfin, comment ça peut se passer au niveau des mercatos? Mais s'il faut, encore une fois, vu qu'ils veulent se caler un peu sur ce qui se fait aux États-Unis, faisons des périodes de trade. Mais vas-y, on fait venir les mecs. Mais non, mais faisons. On fait des drafts ou pas? Tu fais des drafts au début, ça prend les nouveaux jeunes, ceux qui ont fini 15e de la saison de Super League, ils ont les premiers choix de draft sur les nouveaux jeunes, les nouvelles pépites européennes, et ainsi de suite. Mais faisons ça. Ouais. Mais non, mais en vrai, si tu vas au bout des choses, ça peut finir comme ça. Ouais. Il y a aussi, c'est Victor qui me le souffle dans l'oreillette, mais pareil, les arbitres, là aussi.
Bah, les arbitres, il n'y a pas photo. Ils vont être payés 10 fois plus en Super League qu'en LDC. Ils vont aller en Super League. Ça, il y a ils seront plus payés. Ils seront plus payés que les joueurs qui font la Ligue des Champions classique. Les arbitres des Super League, les super arbitres. Ils toucheront des chèques. Les super arbitres. Ils veulent faire partie de l'élite. Les arbitres, je me pose mais aucune question sur ça. On va se retrouver avec nos chers arbitres de Ligue 1 à LDC, quoi. C'est ça qui est dommage, c'est que voilà, les mecs ils savent pas la différence entre un pied et une main. Mediabed, le Texier en Ligue des Champions. Mediabed avec encore un scandale ce week-end. Ouais, bah oui, c'est pour ça que j'en parle. Et il est nul, il a rajouté il est nul. Son arbitre assistant lui a absolument pas dit ça, mais il a rajouté il est nul pour mettre un carton rouge. Bravo, chapeau l'artiste. Bon allez les amis, je pense qu'il y a tellement de choses à voir par rapport à la Super League. C'est là où tu vois, quand tu imagines tout ça, il y aura forcément un avant et un après. Non mais c'est pour ça que là je pense d'ici la fin de saison, vu qu'on aura beaucoup de rebondissements, on aura un dossier Super League à chaque fois, parce que jusqu'à ce que ce dossier arrive à son terme, bah, il y aura des négociations, il va se passer beaucoup de choses. Donc voilà, on en reparlera, c'était vraiment la première pierre posée sur ça, et on espère en tout cas que les dommages seront les moins importants possibles pour les vrais amateurs de foot, pour ceux qui aiment ce sport. Je pense qu'on peut ouvrir notre page Champions League, et juste avant, FreeBet. On est obligé de parler de cette compétition de seconde zone. Bah non, mais est-ce qu'on doit perdre notre temps? On en parlera jusqu'au bout.